Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Baptiste Huguet et je suis agrégé préparateur à l'ENS Rennes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une démonstration du théorème de D'Alembert-Gauss avec des probabilités. Le théorème de D'Alembert-Gauss, c'est le théorème qui dit que tout polynôme à coefficient complexe admet des racines dans C. Alors ce théorème, il a été énoncé pour la première fois au XVIIe siècle et il n'y avait pas de démonstration et en même temps, la notion de nombre complexe n'était pas tout à fait décantée à l'époque. Le premier à proposer une démonstration, c'est D'Alembert, 1746, et sa démonstration n'était pas tout à fait complète. Et on va dire que c'est vraiment Gauss qui a clôturé le banc et qui a proposé 4 démonstrations. Les 2 premières n'étaient pas non plus complètes, et pour cause, toute démonstration de ce théorème va utiliser à un moment ou à un autre un résultat du type une fonction continue sur un compact admet un minimum, qui n'a été démontré qu'en 1816. Et donc c'est là que c'est un peu drôle, puisque ce théorème est parfois appelé théorème fondamental de l'algèbre, mais à chaque fois, il va y avoir un argument analytique. Donc c'est peut-être plus un théorème d'analyse complexe en réalité. Alors, quelques idées de démonstration. Donc, la méthode directe. Donc, on montre qu'il existe un minimum, un z étoile, parce que P est coercive. Et puis, en choisissant une direction idoine, en fonction des coefficients du polynôme, on va montrer qu'en ce minimum, P est nul. Il y a la méthode peut-être la plus rapide, la plus simple, avec le théorème de Liouville, donc par l'absurde, si on n'a pas de racine, alors 1 sur P est holomorphe sur C, est bornée, donc elle est constante. Et pour tous les théorèmes d'analyse complexe, peut-être presque tous, on va avoir une démonstration, donc avec le théorème de Rouchet, donc c'est plus ou moins la 3e démonstration qu'avait proposé Gauss, avec le théorème de Picard, donc si on évite 0, il va falloir éviter aussi les 1 sur n, donc on est constante, et ainsi de suite. Il y a plein d'autres démonstrations de type plus topologique ou de géométrie riemannienne, et puis des démonstrations probabilistes. Donc celle que je vais vous présenter, c'est une démonstration de Norio-Kono qui date de 85. Donc l'ingrédient de base, c'est le mouvement brownien. Donc je n'ai pas vraiment envie d'écrire très précisément ce que c'est le mouvement brownien, puisqu'on va utiliser que 2 propriétés de cet objet. Donc simplement, un mouvement brownien complexe, c'est la donnée de 2 mouvements browniens réels, x et y, indépendants. Et un mouvement brownien réel, donc c'est un processus à accroissement indépendant, stationnaire et gaussien. Et vraiment, ces 3 propriétés, indépendant, stationnaire, gaussien, ça caractérise totalement cet objet. Alors, quelles sont les 2 propriétés qui nous intéressent? La première, c'est l'invariance conforme. Donc, d'après la formule d'Ito, si je prends une fonction f suffisamment régulière, alors le processus m de t, qui est à f de t moins cette intégrale de Laplacien de f de s de z dz, c'est un mouvement brownien avec un changement de temps près. Donc, on dispose d'une horloge h de t qu'on connaît explicitement en fonction de f, telle que m de h de t, c'est un mouvement brownien comme défini plus haut. Et en particulier, si je prends f holomorphe, alors son Laplacien est nul, et donc f de z est un mouvement brownien, qui a plus cette intégrale. Un mouvement brownien à changement d'horloge. Donc, changement d'horloge, ça veut vraiment dire que cette trajectoire, je suis en train de la parcourir non pas à vitesse constante, mais à une vitesse qui dépend du point où je suis. Et ça ne va pas changer les propriétés qualitatives de ma trajectoire, et en particulier, ça ne va pas changer le nombre de fois que je vais passer à côté de ce point. Si je dois y passer, je passerai peut-être plus longtemps, parce que j'aurai ralenti ou plus vite, mais je vais y repasser. Et donc ça, c'est la probabilité de récurrence. Le mouvement brownien complexe c'est important, est récurrent. Ça veut dire que pour tout point dans C, pour tout voisinage autour de ce point, presque sûrement, je vais passer une infinité de fois, donc pour tous les Zn, dans ce voisinage. Cette propriété, elle est vraie pour le mouvement brownien complexe, donc en dimension 2. Elle est vraie pour le mouvement brownien en dimension 1. Par contre, elle devient fausse à partir de la dimension 3. Et on a un petit moyen mnémotechnique, c'est de dire qu'un crabe ivre ou un beau marin ivre, en sortant du bar, ils vont toujours réussir à rentrer chez eux. Par contre, une mouette ou une hypermouette de dimension supérieure, elle ne rentrera pas chez elle, elle est perdue. On a maintenant tous les ingrédients pour démontrer le théorème de D'Alembert-Gauss. Donc, on va poser ces ensembles, les A epsilon, qui sont les ensembles de Z tels que P de Z plus petit que epsilon. Ce sont des compacts et ils sont emboîtés. Donc, bon, l'argument, c'est simple, c'est juste dire que P est coercive. Maintenant, ces ensembles A epsilon, ils sont non vides. Alors, pourquoi donc? Donc, par propriété de récurrence, presque sûrement, j'ai mes Tn tels que Z de Tn est plus petit qu'epsilon. Je suis dans un voisinage de 0. C'est vrai pour Z, mais c'est vrai pour P de Z, qui est aussi un mouvement brownien, à changement de temps près. Donc presque sûrement, j'ai des Tn tels que P de Z de Tn plus petit que epsilon. Et par définition, c'est juste Z de Tn appartient à A. Comme c'est vrai presque sûrement, A, epsilon est non vide. Bon,
Donc l'intersection des A epsilon est non vide, théorème de compact emboîté. Et qu'est-ce que c'est que l'intersection des epsilon? C'est l'ensemble des zéros de P. Donc P admet des racines. Merci de m'avoir écouté.